Pendant des décennies, elle est restée sous les projecteurs, parfaitement maîtrisée. Une voix puissante, un sourire inébranlable. Mais derrière la discipline, derrière la gloire, il y avait autre chose. Un silence qui a duré plus de 50 ans. Mireille Mathieu n'a jamais eu besoin de scandale pour être une star. Et pourtant, à 79 ans, elle a fini par laisser échapper la vérité qu'elle avait gardée toute sa vie. Et ce moment-là a tout bouleversé. Non pas son image, mais le mythe selon lequel la force exige le silence. Une enfance façonnée par le silence et le chant. Mireille Mathieu est née le 22 juillet 1946 à Avignon. Non pas dans le confort, mais dans l'adversité. Aînée de 14 enfants, elle grandit dans une maison exiguë, remplie d'amour mais dépourvue de tout le reste. Son père, Roger, était tailleur de pierre, travaillant aux abords du cimetière Saint-Véran. Sa mère, Marcelle, était arrivée dans le sud comme réfugiée de Dunkerque. Ensemble, ils bâtirent une vie marquée par la foi, l'épuisement et un dévouement farouche à leurs enfants. Les premiers souvenirs de Mireille ne sont pas faits de tendresse ou de jouets, mais du bruit de la pierre contre le burin. Et des cantiques que son père fredonnait pour oublier la douleur de ses articulations. Elle n'avait que 4 ans lorsqu'elle chanta pour la première fois en public lors de la messe de minuit à l'église. Le prêtre lui donna une sucette en guise de paiement. Elle ne l'oublia jamais, non pas pour la douceur du bonbon, mais parce que, pour la première fois, sa voix avait apporté le silence dans une pièce. L'école, en revanche, fut une autre histoire. Mireille souffrait de dyslexie et redoubla une classe. Ses instituteurs la punissaient pour avoir écrit de la main gauche, jugée inappropriée à l'époque, et l'obligèrent à passer à la droite. Ils la raillaient aussi pour ses rêveries, sans comprendre qu'elle réarrangeait simplement des mélodies dans sa tête. Même enfant, elle semblait déjà vivre entre deux mondes, celui dans lequel elle était née et celui qu'elle construisait en musique. À l'adolescence, il n'y avait pas d'argent pour poursuivre ses études. À 14 ans, Mireille quitta l'école et travailla dans une usine à Montfavet. Le jour, elle actionnait des machines. La nuit, elle chantait, pendant les pauses, à l'heure du déjeuner, ou seule, en rentrant à vélo dans le Mistral glacial. Ce vélo, elle l'avait acheté à crédit, comme tout le reste dans sa famille, avec la foi que l'avenir offrirait peut-être quelque chose de plus. Cet avenir arriva par fragments. D'abord, par de petits concours de chant. Puis, en 1964, elle remporta un concours local à Avignon, en interprétant La vie en rose, la même chanson qui avait bouleversé sa vie lorsqu'elle avait entendu Édith Piaf à la radio. L'année suivante, elle apparut à la télévision nationale dans l'émission Jeu de la chance. Le public la plébiscita. Ce n'était plus un rêve. Elle allait à Paris. Mais même lorsque sa notoriété s'élevait, la vie de Mireille restait sous étroite surveillance. Sa tante la chaperonnait au début, puis sa sœur Monique prit le relais. Pas de fête, pas de scandale, pas de confidence. Mesurant 1,53 m, avec sa coupe au carré emblématique et ses robes noires austères, elle devint la demoiselle d'Avignon, la petite du Sud qui chantait comme une légende et vivait comme une religieuse. Et peut-être était-ce ce qu'elle voulait que le monde croie, qu'elle était simplement dévouée à son art, mariée à sa musique. Mais même à l'époque, les murmures l'accompagnaient, non pas sur des amants, mais sur un homme qui semblait graviter autour de chacune de ses décisions, de chaque contrat signé, de chaque pas fait vers ce destin qui allait faire d'elle la voix la plus célèbre de France. Son nom était Johnny Stark, et ce que le monde ne comprendrait jamais, ni à l'époque, ni pendant des décennies, c'est que sa voix lui avait toujours appartenu. Johnny Stark, l'homme derrière la voix. En 1965, quelques semaines à peine après le premier succès télévisé de Mireille, elle rencontra l'homme qui allait tout changer, Johnny Stark. Il était déjà une légende dans le monde du spectacle français, un impresario brillant et exigeant, surnommé l'Américain pour son style flamboyant et son éthique de travail implacable. Mais ce qui le distinguait n'était pas son sens du spectacle.
C'était son instinct. Il savait repérer bien plus que du talent. Il savait fabriquer une légende. Et lorsqu'il vit Mireille, il vit plus qu'une voix. Il vit la discipline, l'obsession, la faim. Ce genre de faim qu'on n'enseigne pas, qu'on hérite ou qui naît de la survie. Il lui proposa de la prendre sous son aile, mais avec un avertissement. « Tu vas travailler comme une bête. Je serai impitoyable. Si tu veux une vie facile, dis non tout de suite. Mais si tu me laisses faire, je ferai de toi une grande artiste. » Mireille accepta, sans ciller, car elle savait déjà ce qu'était le travail dur, et il y avait en lui quelque chose de familier, une forme de sécurité, un sens à suivre. Ce qui suivit ne fut pas une histoire d'amour au sens traditionnel, du moins pas publiquement. Stark contrôlait chaque aspect de sa carrière. Il choisissait ses chansons, décidait de ses tenues, façonnait son image. Pas de scandale, pas de tumulte, pas de désordre. Juste de l'ordre, de l'élégance, du contrôle. Même sa célèbre coupe au carré venait de lui, un symbole de simplicité qui la démarquait à une époque de flamboyance. Mais ce que l'on percevait de l'extérieur comme du mentorat professionnel devint quelque chose de plus difficile à nommer. Il devint son ancre, son confident, son gardien. Et en retour, Mireille lui offrit quelque chose de tacite, une loyauté proche de la dévotion. Elle disait souvent « Johnny Stark vivait pour moi, et je chantais pour lui ». Une phrase qui semblait simple. Mais ceux qui les connaissaient savaient que c'était plus que de la gratitude. C'était une confession déguisée. Pendant des années, les rumeurs couraient. Était-il un couple? Était-il son premier amour? Son seul amour? Mireille ne confirma jamais, mais elle ne nia jamais non plus. Et quand les journalistes insistaient, elle répondait toujours par le même sourire discret, celui qui en dit plus que 1000 mots. En vérité, leur lien brouillait toutes les frontières. Il n'était pas seulement un manager. Il était l'homme qui comprenait les murs qu'elle avait érigés autour d'elle. Et pourquoi elle ne laissait personne d'autre entrer. Pendant plus de 20 ans, ils parcoururent le monde ensemble. De Moscou à Las Vegas, de Tokyo au Vatican. Il était assis au premier rang. Elle chantait juste au-delà de sa portée. Puis, en 1989, tout s'arrêta. Johnny Stark mourut soudainement d'une crise cardiaque. Mireille ne parla pas pendant plusieurs jours. Et lorsqu'elle trouva enfin les mots, sa voix tremblait quand elle murmura « J'ai perdu ma moitié ». Pas de mariage, pas d'enfant, aucun compagnon officiel, juste l'unique homme qu'elle n'a jamais eu besoin d'expliquer. Et pendant 30 ans après sa mort, elle n'a jamais laissé personne prendre sa place. Le prix de la scène, ce qu'elle a sacrifié pour le micro. Après la mort soudaine de Johnny Stark en 1989, quelque chose changea en Mireille Mathieu. En apparence, tout continuait. Les spectacles, les tournées, les albums, les interviews, parce qu'il le fallait. Elle était, après tout, Mireille Mathieu. Celle qui ne ratait jamais une note, n'arrivait jamais en retard, ne trébuchait jamais en public. Mais en privé, ses proches commencèrent à remarquer un silence qui n'avait plus seulement à voir avec le deuil. Comme si, sans Johnny, elle ne savait plus vraiment comment exister en dehors de la lumière. Elle fit emménager sa sœur Mathilde dans sa villa de Neuilly-sur-Seine pour l'aider à traverser la transition, tandis que sa sœur Monique devint sa nouvelle manageuse. Mais le rythme changea. Les rires s'estompèrent. Ne restait plus que le travail, méticuleusement organisé, strictement contrôlé, comme Johnny le lui avait appris. Sauf qu'à présent, il ne s'agissait plus de construire une légende. Il s'agissait de maintenir quelque chose en vie. Pendant des années, elle esquiva les questions publiques sur l'amour. Quand elle en parlait, ses réponses étaient énigmatiques. Elle déclara un jour « Je n'ai jamais manqué d'amour. J'ai mon public. J'ai ma famille. » Mais ceux qui écoutaient attentivement percevaient le vide derrière ces mots. Car si la carrière de Mireille avait atteint des sommets, plus de 120 millions de disques vendus en 9 langues, des concerts devant des rois, des présidents et des papes, sa vie personnelle était devenue un musée.
ordonnée, silencieuse, intouchée. Il y eut pourtant des occasions, des instants où autre chose aurait pu naître. Au début des années 1980, elle fut brièvement fiancée à un riche homme d'affaires français. Il était élégant, accompli et l'adorait publiquement. Leur relation semblait sérieuse et les fiançailles firent la une. Mais 3 jours avant le mariage, Mireille y mit fin. Discrètement, sans scandale. Pourquoi? Elle l'expliqua plus tard avec une clarté glaciale. Il voulait que j'arrête de chanter. C'était impossible. Dans les années 1990, une autre romance fit surface, cette fois avec Olivier Echaud-Mason, un célèbre expert en cosmétiques chez Guerlain, connu pour avoir travaillé avec Wallis Simpson. On les voyait souvent ensemble en public. Les amis les décrivaient comme un couple saisissant, sa féminité intemporelle à côté de son charme raffiné. Il fut même question d'une robe de mariée. Mais encore une fois, l'histoire se termina avant d'avoir commencé. Sans annonce, sans explication. Juste le silence. Et c'est ainsi que s'écrivait le parcours amoureux de Mireille. Chaque fois que l'amour exigeait un compromis, elle choisissait sa voie. Non par orgueil, mais par nécessité. Pour cette fille qu'on avait autrefois punie pour avoir écrit de la main gauche, la musique avait toujours été sa seule forme de contrôle. Renoncer à cela, même par amour, aurait été trahir ce qui l'avait sauvée. En 2023, un documentaire diffusé sur France 3, La mystérieuse demoiselle d'Avignon, vint confirmer ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Il y avait bien eu un fiancé. Les fiançailles avaient duré 1 semaine. « Il voulait que j'arrête de chanter », dit-elle, répétant les mots comme un refrain. Alors ce fut la fin. Ce n'était pas de l'amertume. C'était une forme d'acceptation. Son plus grand amour avait toujours été la scène, et l'homme qui l'y avait conduite avait emporté le reste de son cœur avec lui. Le menuisier d'Avignon, avant Paris, avant l'Olympia, avant les projecteurs et que le nom de Mireille Mathieu ne devienne synonyme de chanson française. Il y avait Jean-Louis. Il n'avait pas de lumière sur lui. Il n'avait pas la célébrité. Ce qu'il avait, c'était un vélo, un emploi stable comme menuisier, et une manière discrète de montrer son affection. Mireille l'a rencontré lorsqu'ils étaient enfants, grandissant dans le même quartier populaire d'Avignon. Ils se croisaient à l'église, les jours de marché, dans les rues poussiéreuses où les 14 enfants Mathieu couraient pieds nus sous le soleil du sud. Jean-Louis l'a entendu chanter bien avant que le monde ne la découvre. Il était là lorsqu'elle s'est levée pour interpréter un chant à la messe de Noël en 1950. Il était là lorsqu'elle commença à sécher les cours pour murmurer des chansons de Piaf. Et en 1964, lorsque Mireille envisagea de passer une audition pour l'émission Jeu de la chance, c'est Jean-Louis qui lui glissa silencieusement le formulaire d'inscription en disant « Il faut que tu essaies ». Elle est partie. Lui est resté. Il n'appartenait pas au monde des caméras et des contrats. Il appartenait au monde d'où elle venait, modeste, enraciné, ordinaire. Mais il n'a jamais cessé d'écrire. Entre 1965 et 1974, Mireille reçut 32 lettres manuscrites de Jean-Louis. Pas de déclarations enflammées, pas de grandes requêtes. Juste des nouvelles simples, tendres et des encouragements discrets. « Tu étais radieuse à la télé hier soir. Même maman a pleuré. Je t'ai vu chanter « Viens dans ma rue », ça m'a rappelé la nôtre. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'étais fier que tu sois parti. J'aurais juste aimé que tu ne partes pas si loin. » Mireille les a toutes gardées, rangées dans une boîte en bois sculptée portant l'inscription « 2000 Zrenia ». Elle n'en a jamais parlé publiquement. Elle n'a jamais répondu par écrit. Mais elle les lisait, souvent. Surtout quand le silence se faisait trop lourd entre 2 tournées. Jean-Louis ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Il est resté à Avignon toute sa vie, travaillant de ses mains, entouré des mêmes visages qu'il avait toujours connus. En 2018, il s'est éteint discrètement, laissant un testament simple et un dernier geste d'amour. Il a légué toutes ses économies
à une association offrant des cours de musique aux enfants défavorisés, en hommage à la petite fille qui chantait dans notre cour. Il n'a jamais vendu son histoire, jamais accordé d'interview, jamais prétendu être l'élu. Mais en 2022, lorsque Mireille ouvrit un vieux dossier de partition et retrouva l'une de ses lettres oubliées, elle pleura. Il y avait écrit « Si un jour tu reviens à Avignon, va voir le figuier qu'on a planté en 62. Je ne l'ai jamais coupé, il pousse peut-être encore. » Elle ne lui a jamais répondu, mais elle ne les a jamais quittés. Le figuier en fleurs, un amour chanté trop tard. Le 14 juillet 2024, lors d'un concert en plein air dans les antiques arènes de Nîmes, quelque chose se produisit. Quelque chose qu'aucun fan, même le plus fidèle, n'aurait pu prévoir. Après avoir interprété « 1000 colombes », Mireille Mathieu s'interrompit, visiblement émue. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle reprit le micro. « Ce soir, dit-elle, je veux chanter une chanson qui n'a jamais été enregistrée. C'est pour quelqu'un que j'ai aimé en silence toute ma vie. » Le public se tut, suspendu. La chanson s'intitulait « Le figuier en fleurs » et n'avait jamais figuré dans sa discographie. La mélodie était douce, presque une prière. Les paroles, bouleversantes par leur simplicité. « Si l'arbre pousse encore, c'est qu'il se souvient de tes mains. Je n'ai jamais dit « je t'aime » à voix haute, mais je t'ai porté en silence toute ma vie. » Pendant près de 10 minutes, le temps sembla s'arrêter. Pas d'orchestre, pas de mise en scène, juste Mireille, seule avec une vérité qu'elle avait enfouie pendant plus d'un demi-siècle. Une vérité sans nom dans la chanson. Mais à la fin de la soirée, ceux qui connaissaient son histoire comprirent. Le figuier n'était pas une métaphore. Il était réel. Il se tenait dans une cour d'Avignon. Et l'homme qu'il représentait, Jean-Louis, était depuis longtemps parti. Après la performance, Mireille refusa toute interview. Son équipe de presse ne publia qu'une phrase. « Ce que j'avais à dire, je l'ai chanté. » Cela suffisait. En quelques jours, le figuier en fleurs se répandit sur Internet, non pas comme un tube, mais comme un moment. De jeunes artistes s'en emparèrent. Des reprises virent le jour en allemand, en italien, même en japonais. Mais aucune ne captait la douleur silencieuse de l'original. Ce n'était pas juste une chanson. C'était une blessure ouverte enfin autorisée à respirer. Quelques semaines plus tard, Mireille retourna discrètement à Avignon, sans caméra, sans journaliste, juste une visite à sa maison d'enfance. Le figuier était toujours là, penché mais vivant, ses racines fendillant le sol près du mur où il s'asseyait adolescent. Elle ne resta pas longtemps, juste assez pour prélever une petite bouture, qu'elle plaça dans un pot en terre cuite. Ce pot repose aujourd'hui dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, près d'une fenêtre où le soleil d'après-midi entre doucement. À côté se trouve la boîte marquée « 2000 Zrenia ». Elle n'a jamais prononcé le nom de Jean-Louis sur scène, mais pour la première fois, elle n'a plus eu besoin de le cacher. Et pour une femme qui avait tout donné à la perfection, c'était la seule vérité imparfaite et fragile qu'elle s'était enfin autorisée à offrir. L'héritage d'un amour jamais vécu. Au début de l'année 2025, alors que la France se préparait à fêter les 80 ans de l'une de ses icônes les plus durables, Mireille Mathieu se tenait à un tout autre carrefour. Elle avait chanté dans plus de 50 pays, en 9 langues, vendu plus de 120 millions de disques. Et pourtant, son geste le plus puissant n'eut rien à voir avec les tournées mondiales ni les disques d'or. Il fut de se laisser voir, enfin, comme une femme, non plus seulement comme une voix. Une femme façonnée par le manque, le silence et une résilience sans bruit. Après l'émotion provoquée par le figuier en fleurs, les élus locaux d'Avignon proposèrent quelque chose d'extraordinaire. Un lieu permanent dédié à sa vie, non seulement en tant qu'artiste, mais comme symbole de persévérance. Mireille accepta à une condition, que l'espace comporte un jardin et qu'on y plante des descendants du figuier. L'espace Mireille Mathieu, dont l'ouverture est prévue pour juillet 2026, sera bien plus qu'un musée.
On y trouvera des archives, des photographies, des paroles manuscrites et certaines lettres de Jean-Louis. Mais au cœur du lieu, une mission plus intime. Offrir une formation à de jeunes chanteurs issus de milieux modestes. « Je ne veux pas que ma voix soit un souvenir, » déclara-t-elle. « Je veux qu'elle soit un passage. » C'était sa manière d'aimer, en redonnant discrètement sans mise en scène. Le monde l'avait souvent vue comme distante, presque intouchable. Mais la vérité était plus simple. Toute sa vie, elle avait protégé quelque chose de sacré. Non pas parce que c'était scandaleux, mais parce que c'était fragile. Elle savait que le jour où elle le nommerait, il ne lui appartiendrait plus. Et elle n'était pas certaine d'en être capable. Johnny Stark avait été son axe public, l'homme qui lança sa carrière, façonna son image, la protégea du tumulte de la célébrité. Mais Jean-Louis était tout autre chose. Il ne lui demanda jamais de changer. Il n'attendit rien d'elle. Il la laissa partir et ne lui en voulut jamais de ne pas être revenue. Et en retour, Mireille porta son souvenir comme une mélodie, douce, constante, toujours en arrière-plan. À l'approche de sa dernière série de concerts, elle ne fit aucune déclaration de retraite, aucun adieu en larmes. Elle l'appela simplement « une tournée de gratitude ». Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit « parce que je ne dis pas adieu à la musique. Je dis merci à ceux qui m'ont permis de tenir ». Dans une interview tardive accordée au Monde, on lui demanda si elle avait des regrets. Elle marqua une pause, puis répondit « Non, j'ai aimé. Je n'ai pas toujours su le montrer. Mais j'ai aimé. Et je suis en paix avec ça. » Elle n'a pas eu d'enfant, ni d'époux, ni de famille au sens classique, mais elle a rempli des salles de frissons, tenu sa promesse à ses parents et honoré un homme discret avec un figuier et 32 lettres. Certaines vies d'années sont bâties dans le bruit. La sienne fut sculptée dans le silence. Pensez-vous qu'un amour peut être vrai, même s'il n'est jamais pleinement vécu? Dites-le nous en commentaire. Et si l'histoire de Mireille vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt.